Salutations, compagnonnettes et compagnons, sœurs et frères du monde médiéval. Je vous salue humblement. Je suis Balian, votre serviteur. Alors, Bohémond, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons évoquer le bal des Ardents. Le bal des Ardents, histoire extrêmement sinistre. Le bal des Ardents. Nous sommes le 28 janvier 1393. Nous continuons la saga de l'histoire de Charles VI, dit le bien-aimé ou le roi fou. Au fait, j'espère que tu as bien vu ma première vidéo sur la forêt du Mans. Je te le souhaite, parce que tu pourrais avoir quelques petits problèmes. On se comprend bien? Voilà. Bien, soyons plus cool maintenant. Soyons plus affables. 28 janvier 1393. Paris. Le roi Charles VI s'est remis, ou à peu près remis, de sa mésaventure dans la forêt du Mans, qui a fait comprendre à tout le monde qu'il était atteint de folie. C'était donc en août 1392. Et Charles VI se remet progressivement. Il n'est plus fou, ou du moins presque pas. Et ses amis veulent égayer la vie de la cour. Ils veulent changer les idées du roi. Un de ses plus proches compagnons, un courtisan, petit noble, mais qui a gagné l'amitié du roi, se nomme Hugues de Guizet. Hugues ou Huguet de Guizet, peu importe. Ce jeune homme, puisqu'il est quasiment aussi jeune que le roi, qui a, ne l'oublions pas, 25 ans, ce jeune homme donc a prévu une petite cérémonie burlesque, un charivari. Alors un charivari, c'est quoi? C'est une espèce de bal masqué où les conventions à la cour sont un peu bousculées. Donc imaginez la salle de l'hôtel Saint-Paul. Hôtel Saint-Paul. Hôtel Saint-Paul. Mais au fait, je pensais que la cour du roi se tenait dans le palais de la Cité, au bout de l'île de la Cité justement, ou alors au château du Louvre, ou encore dans la forteresse de Vincennes, qui a justement été édifiée par son père Charles V. Hôtel Saint-Paul. Alors, si tu es parisien, l'hôtel Saint-Paul, ça se situe dans le 4e arrondissement. Tu vois la Seine, tu vois l'île Saint-Louis, la Seine, le quai des Célestins. Ah, je crois que notre ami Bohémond veut me... Attention, tu ne nous refais pas le même coup que le premier épisode. Hein. Ah, d'accord. Bon, ok, je m'arrête. N'en parlons plus. Alors, ce que je te propose, par rapport au lieu où se tenait la cour et le pouvoir pendant la période des rois de France, au Moyen-Âge, nous allons faire une petite vidéo, une parenthèse, la parenthèse numéro 2. On en reparlera. Donc reprenons. Hugues de Guizet va proposer au roi une soirée costumée. Alors exactement, pas tout à fait costumée. Imagine une grande salle avec des cheminées, des torches qui sont accrochées au plafond et une grande table, très très grande table, souvent en U, où il y aura la reine de France, Isabeau de Bavière, les conseillers du roi, les oncles du roi et tout le monde de la cour du royaume de France. Ils vont faire une soirée, ils vont manger, il va y avoir des libations, du vin, du bon vin, de la bonne chair. Et pour égayer tout ça, Hugues de Guizet a une super bonne idée. Il va demander au roi et à 4 de ses compagnons de se déguiser en sauvages. Alors ces compagnons, qui sont-ils? Donc lui-même, Hugues de Guizet, le roi de France, Charles VI, Yvain de Foix, le bâtard du comte de Foix, fils illégitime, mais néanmoins préféré de son père, le fameux Gaston Phébus, le lion des Pyrénées. Bon, je m'arrête parce qu'on va encore partir dans d'autres temps et d'autres lieux. On en a 3. Le sieur de Nantouillet,
le comte de Joigny. Et le 6e, Aymeries de Poitiers. Alors comment vont-ils faire? Ça va être très amusant. Néanmoins, Hugues ou Huguet de Guizet aurait dû prévoir un Colin Maillard. Ça aurait été un peu plus moins grave, disons. Parce que tu vas voir, c'est tragique. Alors, si tu es mineur, si tu es une femme enceinte, si tu es sensible, émotif, arrête la vidéo tout de suite. Parce que ça va être assez gore, tu vas voir. Comment vont-ils faire pour s'habiller en sauvage? Très simple. Donc les 6 vont revêtir un juste au corps en lin. Alors le lin, ça brûle déjà très bien. Ensuite, ils vont s'enduire de poix et de résine. Alors la poix, c'est un distillat. C'est quelque chose de très gluant et qui brûle extrêmement bien. Si tu veux une petite comparaison avec aujourd'hui, si tu as vu des films sur la guerre du Vietnam, la poix, c'est le napalm d'aujourd'hui, de l'époque, pardon. La poix, voilà, tu peux le comparer au napalm. D'ailleurs, la poix, on s'en sert dans les feux grégeois, qui sont les systèmes, les ponts incendiaires pour mettre le feu au château et aux villes, qu'on lance par trébuchet ou par catapulte. Donc, le juste au corps en lin, la poix, enduit de poix, et au-dessus, ils vont se mettre des morceaux de laine noire, noircie, des poils d'animaux. Ils vont être grimés des pieds à la tête. On ne va plus les reconnaître. Détail très important pour la suite. Et alors, le plus amusant, c'est que cet Huguet de Guizet, décidément, il est très farceur. Il a l'idée de les enchaîner tous les uns aux autres. Parce que voilà, le but du jeu, c'est de faire arriver, pendant que les convives seront à table, une bande de sauvages qui auraient été capturés dans quelques pays lointains et qui auraient été ramenés par les gardes pour être montrés aux convives de la cour royale. Et ça va très bien marcher. Ça va très bien fonctionner. Donc les voilà. Ils sont tellement bien grimés qu'on ne les reconnaît plus. Alors évidemment, on n'est pas stupide au Moyen-Âge non plus. Il ne faudrait pas prendre nos ancêtres pour des imbéciles. Tout le monde sait que le costume est inflammable à un degré inimaginable. Donc on va retirer toutes les torches aux alentours de la salle. On ne va plus laisser que les candélabres sur les murs assez éloignés. Ce qui fait qu'il y a une espèce de clair-obscur dans la grande salle avec, on peut imaginer, une ou deux cheminées qui brûlent. Et voilà, notre bande de sauvages qui arrive, ils hirsutent, ils gesticulent, ils crient, ils hurlent, ils font peur à la foule. Ils vont s'amuser à faire peur aux femmes présentes qui ne s'attendaient pas. Imagine le truc, t'es au restaurant, tu manges peinard comme ça, et puis tu vois des gars complètement hallucinés qui sont grimés des pieds à la tête en espèce de bêtes sauvages. N'oublie pas qu'au Moyen-Âge, il y a tout un bestiaire fantastique. On a très peur de tout ce qui est génie malfaisant, démons, bêtes sauvages. N'oublie pas qu'au Moyen-Âge, on se fait encore manger par les loups. Je sais, certains me diront « Ah, les loups, ça mange pas », mais bon, on en reparlera si tu veux, les loups. Donc les voilà, qui arrivent, qui gesticulent, ils sont enchaînés les uns aux autres, ils crient, ils hurlent, ils font peur à tout le monde. Bon, les gardes, eux, sont dans la confidence. Ils savent que le roi est parmi eux. Et ça amuse tout le monde. Donc les voilà, qui bougent. Et puis, le grain de sable dans l'engrenage. Le truc qui va faire capoter toute la belle machinerie. La porte s'ouvre et entre deux personnes. Pas n'importe qui. Le frère du roi, Louis d'Orléans. Tu te souviens du frère du roi, Louis d'Orléans, si tu as vu ma première vidéo? C'est celui que Charles VI devait oxyre avec son épée parce qu'il l'avait pas reconnu pendant sa crise de folie. Bah, peut-être qu'il aurait dû le faire, tu vois. Parce que tout ça, ça va être de sa faute. Donc, Louis d'Orléans avec son oncle Jean Ier, duc de Berry. Et petit détail caustique, les deux sont bourrés comme des trous. Ils ont fait la tournée des tavernes à Paris et ils arrivent complètement ivres dans la salle. Forcément, le frère du roi, l'oncle du roi, on va pas les mettre à la porte, forcément. Alors, on a dit à Louis d'Orléans que son frère Charles VI était parmi les sauvages. Mais il fait noir, comme tu t'en souviens. Je viens de le dire. Il fait noir, et lui, il va prendre une torche, et il veut absolument voir qui est le sauvage, qui est véritablement son frère.
il va approcher sa torche d'un des hommes enchaînés. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il va enflammer le costume du malheureux. Le problème, c'est qu'ils sont tous enchaînés les uns aux autres. Sauf le roi qui, lui, n'est pas cadenassé. Le roi va pouvoir se sauver. Mais les choses vont se passer extrêmement vite. Le premier va prendre feu. Il va mettre feu aux autres. Ils vont tous s'allumer les uns les autres. Et donc là, imagine ces hommes qui sont en train de brûler vifs dans des hurlements d'agonie terribles devant la foule des convives médusés. Alors, les gardes vont essayer d'intervenir. Ils vont essayer de les séparer. Il va y avoir d'autres blessés par brûlure, justement, ceux qui vont essayer de séparer ceux qui sont en train de brûler vifs. Le roi va avoir une chance extraordinaire, c'est que sa tante, la duchesse de Berry, justement la femme de Jean Ier de Berry qui vient d'arriver dans la salle, elle va entourer le roi qui commence à prendre feu avec ses grandes robes en laine. Et je t'ai dit qu'on était en mois de janvier, donc imagine, mois de janvier, Paris, climat, hiver, et dans les châteaux il fait extrêmement froid. Donc la tante du roi va venir l'entourer, elle va éteindre les flammes, et elle va le préserver du brasier des autres. Ensuite, il y aura un deuxième survivant, ce sera le sieur de Nantouillet. Lui, il a commencé à brûler, il a réussi à se libérer de ses chaînes, et il va se jeter dans un grand bac d'eau qui était destiné à la vaisselle. Les gardes vont essayer d'éteindre les 4 qui sont en train de brûler. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Il y en a un qui va mourir sur le coup, ce sera le comte de Joigny. Les 3 autres vont finalement être éteints par les gardes, mais ils vont agoniser pendant 2 ou 3 jours. Alors, quelles vont être les conséquences de ce stupide incident, vraiment stupide? Eh bien, disons que ça ne va pas tellement améliorer la folie du roi, forcément. Déjà que le pauvre avait une santé mentale un petit peu débilitante, voir ses plus proches amis brûler vifs à côté de lui et lui-même prendre feu, forcément, il y a mieux pour se redonner le moral. Et ce qui va être malheureux pour les gens des Pyrénées, c'est Yvain de Foix, donc qui aurait dû être l'héritier de Gaston Phébus, le lion des Pyrénées, le comte de Béarn, le comte de Berne et de Foix. Lui va mourir. Alors pour la petite info, il va être enterré, non pas dans ces Pyrénées qu'il n'aurait jamais dû quitter, mais si tu vois, toujours si tu es parisien, tu vois le jardin du Luxembourg. Il y a tout au bout du jardin du Luxembourg, côté sud, la rue Auguste-Comte. À cet endroit-là, qu'on appelait le lieu dit du diable Vauvert, il y avait une basilique, une petite basilique, la basilique Lès-Paris. Et cette basilique donc va servir de tombeau pour le pauvre Yvain de Foix. Et au niveau politique, eh ben tout cela n'est pas très bon pour la cour de France. Parce que le peuple va très vite apprendre ce qui s'est passé. Et il va être outré, il va être scandalisé par la bêtise des nobles. Il sait que son roi qu'il aime bien, je te l'ai dit, on l'appelle Charles le bien-aimé. Il sait que son roi, que tout le peuple aime, était déjà très fragile psychologiquement, qu'il était déjà à moitié fou. Et là, forcément, les gens de bon sens, les petites gens vont se dire « Mais on ne fait pas des stupidités comme ça avec un homme qui est notre roi et qui est déjà très diminué mentalement. » Donc, les oncles de Charles vont lui ordonner de se présenter au balcon pour montrer qu'il est bien vivant, qu'il a échappé aux flammes. Et ensuite, toute la cour va être obligée de venir sur le parvis de Notre-Dame et de participer à une messe et de faire pénitence devant le peuple de Paris. Car les conseillers du roi ne sont pas stupides. Nous sommes en 1393. Ils n'ont pas oublié qu'en 1382, il y a eu la révolte des Maillotins, une révolte fiscale. Tiens donc, une révolte fiscale. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, petite parenthèse. Alors, les conséquences de ce malheureux incident sont considérables pour la crédibilité du gouvernement royal et pour la confiance que le peuple a dans ce gouvernement. Et autre chose
point très important. Celui que tous vont estimer être le fautif de cette malheureuse histoire, c'est Louis d'Orléans. C'est lui qui a approché la torche d'un des malheureux et qui l'a fait prendre feu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Louis d'Orléans, quoiqu'étant le frère du roi, il a plutôt mauvaise presse dans le peuple. On sait que c'est quelqu'un qui court les femmes, qui aime faire la noce, qui aime s'enivrer, comme on l'a vu avec son oncle. Il a même eu une accusation pour sorcellerie. Il aurait demandé un service à un sorcier, à un mage, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et dans l'ombre de l'incapacité du roi, un personnage va apparaître, un personnage très très important. Ce personnage, il s'appelle Jean de Nevers. C'est le futur duc de Bourgogne. Et la maison de Bourgogne, avec son chef, Jean, qu'on appellera Jean sans peur. On en reparlera de Jean sans peur, personnage extrêmement intéressant. Donc Jean va se servir de cet incident pour décrédibiliser un peu plus son ennemi, Louis d'Orléans, qui représente la maison des Orléans et qui plus tard sera le parti des Armagnacs. La guerre civile Bourguignon-Armagnac. Mais on en reparlera. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que mes propos sont cohérents, que je reste, disons, intéressant, que cela te plaît, que les choses sont dites simplement. Et si la vidéo t'a plu, tu me mets un pouce bleu, tu partages ta vidéo, tu en parles autour de toi, à tes amis. Si tu en as envie, tu peux t'abonner à ma chaîne, Wictis, la chaîne de Balian Taillefer. Et tu peux de même aller sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur mon blog, forgerondarmes.eclatblog.com. Tu peux aller aussi sur mon Twitter, tu peux aller sur mon Instagram, et ainsi de suite. Tous les liens seront mis pour qu'ils soient visibles. Je te remercie et je te donne le bonsoir. Et n'oublie pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.